Bonsoir à tous. François Van Cannes. Alors, j'imagine que certains d'entre vous me connaissez. Peut-être qu'il y a des personnes ici présentes qui ne me connaissent pas. Sachez que ceci est une première pour moi, une émission en prime time, avec une émission tous les 15 jours, le jeudi à 20h, à partir de cette première. Et donc, je suis passablement stressé, bien évidemment, puisque c'est une première. Alors, déjà, veuillez excuser peut-être des petites erreurs que je commettrai. Par exemple, je n'ai aujourd'hui pas encore le matériel nécessaire pour vraiment paraître professionnel. Donc, vous voyez derrière moi le mur de ma salle à manger avec un tableau qui est de notre salle à manger, au lieu d'avoir un fond vert et un beau fond d'écran. Mais enfin, c'est pas tellement grave. Ce qui est important, c'est de démarrer. Alors, qui suis-je? Eh bien, j'ai 73 ans, donc je suis retraité depuis un bout de temps, retraité heureux. J'ai rencontré Antoine en février 2021, oui, c'est bien ça, en 2021, parce que Antoine est venu à Bruxelles et ma chère et tendre Claudie avait décidé qu'il n'était pas question qu'Antoine aille loger autre part que chez nous, donc elle a fait des mains et des pieds. Et quand vous connaissez peut-être pas aussi bien Claudie que moi, mais je peux vous garantir une chose, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Point barre, il n'y a pas de discussion. Donc, voilà. Donc, Antoine est arrivé, mais pas seul, avec 11 autres personnes. Donc, ça veut dire que chez nous, c'était camping joyeux, joyeux. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a démarré une collaboration. Je suis un ancien, enfin, j'ai démarré ma carrière en 1975 dans une banque belge, la Société Générale de Banque. J'ai été gérant d'agence de la troisième plus grosse agence de Bruxelles, avec 18 personnes. Et j'ai tenu dans cette banque pendant à peu près 10 ans. Et puis, au bout de 10 ans, j'étais dégoûté, je suis parti. Et j'ai démarré une activité, c'est une petite erreur de parcours que j'ai faite. J'ai démarré dans le textile, oui, j'ai été vendeur de André Courrèges, comment s'appelle-t-il, Cardin, Pierre Cardin et d'autres. Mais enfin, je me suis vite rendu compte que le textile et moi, c'est deux concepts irréconciliables. Et donc, par conséquent, j'ai quitté au bout d'1 an et demi, après avoir réorganisé l'équipe commerciale de la société qui m'avait engagé. En fait, j'étais engagé pour ça, c'était pour réorganiser l'équipe commerciale. Et ensuite, je suis devenu formateur et puis consultant en entreprise et essentiellement dans le monde bancaire et le monde d'assurance que je connais donc relativement bien. Et c'est pour ça que petit à petit, voilà, on est arrivé avec Antoine à se faire une discussion à propos de l'économie, à propos des finances. Et c'est comme ça aussi que eh bien, est née cette comment dirais-je, cette série de discussions que nous avons vues depuis 2021 maintenant, oui, ou 2022, on a commencé quand? 2022, 2021, 2021, je crois. Voilà, et voilà. Maintenant, il me fait l'honneur de me permettre d'avoir un jeudi sur deux une émission. Alors, prime time, bien évidemment. Je vais maintenant dire quel est mon objectif. Voilà. Mon objectif, c'est, ou mon intention plutôt, c'est, eh bien, avec toutes les émissions que j'ai déjà faites à travers ce que Antoine m'a permis de faire, eh bien, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont dit, très honnêtement, ils m'ont dit, c'est peut-être la première fois que je comprends quelque chose à l'économie. Je n'ai jamais fait attention à l'économie, ça me barbe, mais avec toi, je commence à piger quelque chose, etc., etc. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je vais démarrer quelque chose qui est la responsabilisation de chacun par rapport à sa situation financière. Parce que, effectivement, l'immense majorité des gens traversent la vie en croyant que ce sont des facteurs externes qui déterminent leur situation financière ou leur situation économique.
Moi, c'est faux. Chacun de nous est 100% responsable de sa situation financière. Mais bien évidemment, ni nos parents, ni l'école ne nous ont jamais appris à créer notre bien-être financier, notre bien-être économique. Et cette ignorance, voulue d'ailleurs par l'État, par l'État profond, ça c'est clair, cette ignorance fait que seulement, et ceci c'est tout à fait vrai ce que je vous dis, seulement 5% de la population mondiale contrôle 95% de la puissance économique ou de la puissance financière du monde. Et les 95% autres, dont nous, moi, faisions partie, eh bien, nous gérons seulement 5% de la richesse mondiale. Et vous comprenez bien que c'est intentionnel, puisque aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette guerre contre les ultra-puissants, les ultra-riches, qui utilisent ce savoir à leur profit au lieu de l'utiliser au profit de l'ensemble de l'humanité. Et donc, j'ai l'intention de contribuer à changer cela, mais j'insiste sur une chose, je peux donner évidemment pas mal d'informations, mais bien évidemment, si vous voulez vraiment modifier votre situation financière ou votre situation économique, il vous faudra aussi faire des choses, il faudra aussi être actif à la réalisation de votre propre développement financier et économique. Voilà. Donc, ça, c'est comme en préambule. Alors, quelle est la structure que je propose pour ces émissions? Eh bien, c'est entre 20 à 30 minutes, peut-être un peu plus, d'explications sur l'économie et la finance. Je vais essayer d'être le plus au ras des pâquerettes possible, mais je vais commencer aujourd'hui donc par quelques notions absolument de base de la base de la base, parce que sinon, si on n'a pas un cadre correct, ben, c'est un peu compliqué de comprendre ce que c'est que l'économie et comment ça fonctionne exactement. Et en partie 2, je voudrais consacrer cette deuxième partie à chaque émission à répondre à vos attentes et à vos questions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire répondre à vos attentes et à vos questions? Ben, je vous ai préparé une liste sur cette planche de mots-clés. D'accord, je vais en citer quelques-unes. Argent, assurance, banque, bourse, finance, épargne, profit, bénéfices, revenus, BRICS, métaux, monnaie, énergie. Enfin bon, vous prenez une photo de cet écran si vous le souhaitez. Ça vous aidera à, comment dirais-je, à formuler vos questions. Mais ce que j'attends de vous, et vraiment, vraiment, pour pouvoir animer cette deuxième partie, j'aimerais être le plus près de la réalité et plus près de votre situation personnelle à vous, eh bien, c'est donc, s'il vous plaît, envoyez-moi vos questions, vos attentes, vos réflexions, vos commentaires sur le mail que vous voyez apparaître sur cette planche, à savoir alliance-echo@proton.me. Donc, je répète, alliance-echo@proton.me. Donc, merci de vous nourrir de ces mots-là pour créer vos questions, parce que ça me permettra de préparer au mieux et au plus près de vos attentes les émissions prochaines. Donc, pour cela, déjà, un immense merci de votre collaboration. OK, alors passons tout de suite dans la partie explicative qui est aujourd'hui, on va voir quelques concepts clés à propos de qu'est-ce que c'est que l'économie, bien évidemment. Alors, d'abord, l'étymologie, le mot économie vient du mot oikos, ça vient du grec ancien, oikos qui veut dire maison, et nomos qui veut dire la loi ou la gestion. Donc, vous avez compris, c'est la gestion de la maison. L'économie, très honnêtement, l'économie d'un pays ou l'économie internationale, c'est pas plus complexe que gérer les sous à la maison. Je vous jure que c'est vrai, ce n'est pas plus complexe que ça. Bon, il y a un peu plus de cause-effet, il y a un peu plus de données à gérer, mais les principes fondamentaux sont absolument identiques. J'imagine que quand vous êtes à la maison, eh bien, vous n'allez pas dépenser plus que ce que vous gagnez, parce que sinon, vous vous rendez bien compte vous-même que vous allez faire faillite, qu'on va vous vendre votre maison, que vous n'allez plus pouvoir nourrir vos enfants. Donc, il y a des choses, l'économie, c'est aussi énormément de bon sens. Hein. Soyons clairs là-dessus. Bon. Donc, l'économie, c'est quoi? C'est une science qui étudie comment
des ressources, que généralement les ressources sont relativement rares, comment ces ressources sont employées pour satisfaire des besoins. Alors, les besoins, c'est quoi? J'ai besoin d'un bic, j'ai besoin d'un verre pour pouvoir boire de l'eau, j'ai besoin d'une table pour manger, j'ai besoin d'une maison pour vivre. Tout ça, ce sont des besoins. Voilà. Donc, l'économie, c'est on étudie quelles sont les ressources, comment est-ce qu'on va utiliser ces ressources au mieux pour satisfaire les besoins et au coût, évidemment, le plus réduit possible. Et donc, c'est vraiment l'étude de l'activité humaine en termes de production, de distribution, d'échange, de consommation de biens et de services. Bien évidemment, on utilise le mot économie aussi dans d'autres contextes, comme par exemple faire des économies, ou voilà un produit économique, faites des économies, voici autant de réductions sur le prix de tel produit. Mais ça, évidemment, c'est pas de ça qu'on va parler. On distingue généralement deux types d'économies, c'est la microéconomie et la macroéconomie. La microéconomie, c'est l'économie de l'individu. Tiens, comment est-ce que l'individu se comporte et l'entreprise aussi se comporte dans un environnement quelconque et comment est-ce qu'il gère tous ses biens et services, comment est-ce qu'il gère ses ressources pour pouvoir satisfaire ses besoins et comment est-ce qu'il gère les ressources pour pouvoir satisfaire les besoins des autres, bien évidemment aussi. La macroéconomie, c'est plutôt la science de l'organisation et de la gestion des ressources au niveau planétaire, la production, la distribution, la consommation de pays et ou dans le monde entier. Mais ce qui est le plus important de savoir, c'est que l'économie, fondamentalement, c'est une étude d'une chaîne de cause à effet. Qu'est-ce que c'est qu'une cause et un effet? En général, si vous vous mettez à hurler contre quelqu'un et que vous montrez que vous êtes fâché, eh bien, l'effet sera que soit la personne va avoir peur, soit la personne va rétorquer de la même façon. Par contre, si vous souriez à quelqu'un et vous êtes agréable et respectueux avec une autre personne, cette personne aura pour effet, ça aura pour effet généralement que cette personne va répondre de la même façon, de façon aimable et respectueuse. Toute la vie est en fait une chaîne de cause à effet. Et l'économie étudie particulièrement énormément de ces causes et de ces effets. Je vais donner un ou deux exemples au cours de cette présentation. Alors, quels sont les principes sous-jacents à l'économie? Eh bien, les principes ou, je dirais même, les présupposés, parce que, voilà, on peut discuter jusqu'à la fin des temps, est-ce que les ressources, est-ce que les besoins des humains sont limités ou illimités? Il y a des théories là-dessus, bien évidemment, et en fonction de ce présupposé, on va développer certaines théories. Mais on pourrait dire que les besoins des êtres humains sont illimités. Moi, j'ai plutôt tendance à croire ça, dans le sens où on constate que depuis l'Antiquité ou depuis l'âge de pierre, le niveau de vie des êtres humains a constamment amélioré et on ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir aller de plus en plus vers une amélioration parce qu'on n'est pas 100% satisfait, donc on aimerait pouvoir aller en faire mieux. Donc, par exemple, je pourrais dire, aujourd'hui, je regarde la carte du restaurant, je regarde d'abord les prix parce que je veux savoir si ce que je peux me permettre comme plat ou pas. Si j'avais un peu plus d'argent, j'ai un besoin de pouvoir librement choisir dans la carte ce que j'ai envie et pas ce que le prix m'indique que je peux prendre. Voilà un type de besoin. Donc, les besoins des êtres humains sont relativement illimités. Par contre, les ressources le sont moins. Un restaurant, par exemple, ne peut pas vous donner plus que ce qu'il a sur sa carte. Si vous dites, moi, je voudrais avoir du caviar alors qu'il n'y a pas de caviar sur la carte, le restaurant vous dira, désolé, monsieur, allez chez quelqu'un d'autre, mais moi, j'en ai pas. Donc, c'est aussi une ressource pour le restaurant, ça. D'accord? Donc, voilà, c'est l'étude des besoins et des ressources. C'est vraiment ça qui est le fondement même, l'étude de l'économie en tant que science. Bien évidemment, derrière ces deux grands présupposés, il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande qui conditionne énormément de choses. Par exemple, plus les besoins sont importants, plus la demande grandit et inversement. Quand je dis besoin important, ça veut dire nombreux. S'il y a par exemple, pour un type de produit, il n'y a que 10 personnes sur le monde qui ont besoin de ce produit, ça ne fait pas quelque chose
très demandé. Donc la demande ne grandit pas. Par contre, si j'invente quelque chose et le monde entier veut cela, bien évidemment, là, la demande va grandir. L'exemple type, c'est les ordinateurs Apple ou Microsoft. D'accord. Si vous prenez comment est-ce qu'on appelle ça, la suite Office de Microsoft, donc Word, PowerPoint, etc., c'est vendu à 4 milliards d'êtres humains sur Terre. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin, entre guillemets, de Microsoft Office. Du coup, comme la demande est énorme, vous comprenez bien que Microsoft peut devenir excessivement riche. Bon. Plus les ressources sont disponibles, plus l'offre grandit aussi. Et donc, conséquence, plus les besoins sont grands et moins l'offre est grande, ou plus l'offre est faible, plus le prix devient important. Donc le prix de quelque chose est fonction de la demande et de l'offre. D'accord? C'est très très important ça, parce que parfois il y a des gens qui se disent mais pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Tout simplement parce que c'est énormément demandé et il y a très peu d'offres. Et c'est valable pour tout, y compris les courses de chevaux. Je ne sais pas très bien à quoi servent les courses de canasson. Je ne suis pas spécialiste des courses de canasson, je vous le dis très honnêtement. Mais il y a un besoin très important pour ce genre de choses parce que, regardez, il y a le nombre de bureaux de Paris qu'il y a, le nombre de gens qui vont voir les courses de chevaux. Voilà, et on n'a pas véritablement besoin de footballeurs, mais pourtant, vous vous rendez bien compte que les footballeurs sont payés énormément. Pourquoi? Parce qu'ils sont très difficiles à remplacer, parce que c'est vraiment des gens qui ont des capacités physiques et des techniques footballistiques extraordinaires. Et donc, il y a très peu d'offres d'énormément de bons joueurs de football. Donc, les joueurs de football sont très bien payés. Et je prends volontairement des exemples en dehors d'un peu la vie de tous les jours, le besoin de pain, de beurre, etc. C'est pour bien vous faire comprendre ceci. Bien. Alors, passons en revue maintenant les acteurs de l'économie. D'accord? Le premier acteur, je l'appelle l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est qui? C'est une personne qui a décidé de satisfaire les besoins ou des besoins de consommateurs d'une certaine façon. Donc, il a une idée sur la façon de satisfaire des besoins. Et donc, il va, en fonction de cette idée, il va créer une activité, il va peut-être même créer une entreprise, et il va créer des emplois, directement s'il crée des entreprises. Donc, il va créer une activité, et généralement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre, je dis bien, tous les risques. Pourquoi tous les risques? Parce que généralement, on sait d'avance en tant qu'entrepreneur quels seront nos coûts, d'accord? On sait combien on va être imposé, on sait combien va coûter les bureaux, on sait combien vont coûter les salaires, on sait combien d'impôts ou d'intérêts on doit payer à la banque, on sait, etc., etc. Par contre, du côté des revenus, c'est nettement plus aléatoire, puisque l'entrepreneur, lui, il doit absolument être certain que son produit va bien être demandé et acheté. Et donc, il a toujours ce bâton de Damoclès sur la tête qui dit, voilà, si j'arrive pas à vendre mon produit, je fais faillite. Il faut bien comprendre ça. Donc, son revenu, c'est quoi? Son revenu, c'est ce qui reste après avoir payé tous les frais. C'est ce qu'on appelle généralement le bénéfice ou le profit. En France, le mot profit a une très mauvaise presse, surtout à la gauche, parce que la plupart des gens de la gauche ne comprennent absolument pas ce que c'est qu'un entrepreneur. Et pour eux, l'entrepreneur, c'est un sale tyran qui exploite les gens et qui vit une vie de nabat. C'est pas vrai du tout. Et il faut comprendre une chose, c'est que le risque se paye aussi. Plus on prend de risques, plus normalement on peut s'attendre à avoir un revenu intéressant. Bien. Pour moi, l'entrepreneur, c'est le seul véritable créateur d'emplois directs. Bien évidemment, à l'État, on crée des emplois, mais ce ne sont pas des emplois qui rapportent de l'argent, qui créent la productivité d'un pays et donc la richesse d'un pays. C'est pour ça que je prétends que l'entrepreneur est le premier et véritable seul créateur d'emplois. Alors on peut discuter, je peux me faire taper sur la tête
je suis tout à fait d'accord. Je suis déjà en train, vous voyez, de rentrer dans des théories auxquelles moi je crois, mais il y a plein de théories économiques différentes, mais tout le monde est d'accord qu'il y a des entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier acteur de l'économie. Le deuxième acteur, c'est ce je vais appeler le rentier. Alors nous sommes tous rentiers. Dès que nous mettons des sous sur un livret A, on devient des rentiers. Pourquoi? Tout simplement parce que ce livret A, si vous avez suivi les émissions avec Antoine précédemment, l'argent dans votre livret A, il n'est pas dans votre livret A. Cet argent, il disparaît instantanément dans des crédits aux entreprises offerts par les banques. Donc, le rentier, c'est toute personne ou toute entreprise qui a de l'argent inutile, inactif maintenant et qu'on peut donc placer. Évidemment, le rentier, il se dit, oui, mais moi, je ne vais pas donner mon argent à n'importe qui. Il faut que cet argent ne soit pas mis dans des situations de risque. Je ne veux pas de risque, ou le moins de risque possible, parce que je n'ai pas envie de perdre mon argent, ce qui est tout à fait logique, humain, on est bien d'accord. Et il dit aussi, si cet argent est utilisé pour donner un crédit ou pour autre chose, ou pour financer l'économie d'une façon ou d'une autre, moi, je veux un rendement pour mon argent, parce que je donne quelque chose qui m'appartient. Je voudrais avoir un intérêt sur cela, et de préférence, l'intérêt le plus élevé possible, bien évidemment. Le rentier, en termes globaux, ne crée pas véritablement d'emploi s'il est tout seul, bien évidemment. Évidemment, si on parle de société de gestion de portefeuille, ça crée des emplois parce que ça brasse de l'argent d'épargne que l'on va mettre dans l'économie. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le rentier, naturellement, c'est quelqu'un qui a une offre d'argent non disponible et non utilisé en ce moment-ci dans l'économie. Et l'entrepreneur est quelqu'un qui a en permanence besoin d'argent en général parce qu'il cherche à améliorer son truc, son idée. Il a toujours besoin de financement et donc, par conséquent, lui, il est demandeur de cet argent. Donc, on est déjà de nouveau dans une loi de l'offre et de la demande. S'il y a plus de rentiers et très peu d'entrepreneurs qui demandent de l'argent, l'intérêt va être très faible. S'il y a très peu de rentiers et énormément d'entrepreneurs qui ont besoin d'argent, l'intérêt que va devoir payer l'entrepreneur va probablement être plus élevé. Donc, vous voyez, tout de suite, on est déjà dans l'offre et la demande entre les rentiers et les entrepreneurs. Alors, bien évidemment, c'est difficile pour l'entrepreneur d'aller sonner à toutes les portes en disant « Bonjour madame, vous êtes rentière, vous avez de l'argent, allez, je veux bien votre argent, je vais vous expliquer ce que je fais. » C'est un peu compliqué. Et donc, il y a un intermédiaire qui s'occupe de tout ça et qui est le troisième larron dans les acteurs de l'économie qu'on appelle la banque. Alors, la banque est une institution qui collecte l'argent des, entre guillemets, rentiers et qui va faire travailler cet argent. Et comment est-ce qu'il fait travailler cet argent? Eh bien, il va prêter cet argent à des entrepreneurs, donc c'est-à-dire qu'il va octroyer un crédit, d'accord? Il va aussi octroyer un crédit à l'État, et bien évidemment, il doit arbitrer le risque de temps. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, remontez aux émissions précédentes avec Antoine. Ça veut dire qu'il fait, au fait, il vérifie que l'argent du rentier qui devrait pouvoir être disponible pour le rentier à très court terme puisse quand même être utilisé chez un entrepreneur qui, lui, a besoin de cet argent à long terme. Donc, c'est ce qu'on appelle arbitrer le temps. Et évidemment, il est payé pour son intermédiation. Alors, toute l'économie, ça pourrait très bien tourner, rien qu'avec ces trois-là, mais il y a quand même un quatrième larron qui s'invite dans toute l'affaire et qui s'appelle l'État. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'État et pourquoi est-ce que la société a créé l'État? Tout simplement parce que l'État est, si vous voulez, cette espèce d'organisme qui trace un cadre organisationnel et de règles dans tout ce jeu de façon à ce que les règles de concurrence, les règles d'honnêteté, etc., soient respectées. C'est pour ça que l'État a ce qu'on appelle le privilège de la violence légale et le privilège de la justice, puisqu'il est l'arbitre par la justice. C'est lui qui crée les grandes infrastructures aussi, comme par exemple, ça aide évidemment les échanges entre les entrepreneurs et les rentiers, et surtout la production.
par exemple en construisant des autoroutes, en construisant des hôpitaux, en, en permettant le développement de la téléphonie, que sais-je encore. Ce sont des grands travaux, grandes infrastructures qui permettent à un pays de lancer ou de freiner une économie. Évidemment, l'État est payé par les impôts. Alors, ce sont les principes généraux. Bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais l'État paye trop d'impôts. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce sujet-là. Le tout est de savoir à quoi il utilise les impôts, etc., etc. Bon, ça, de nouveau, on peut discuter. Ça fait partie des théories économiques. Alors, vous comprenez que tout ça, c'est un grand cercle où tout le monde interagit avec tout le monde. Et le sang là-dedans, le sens, ce que j'appelle le sang de l'économie, eh bien, c'est l'argent, bien évidemment, puisque quand un entrepreneur reçoit de l'argent, il reçoit de l'argent. Quand il paye ses fournisseurs, il paye de l'argent. Quand la banque utilise n'importe quoi, il utilise de l'argent. La production doit être payée avec de l'argent. L'argent, c'est la contrepartie de toute l'activité humaine. C'est donc ce qu'on appelle le sang de l'économie. Voilà. Et autre chose qui est quand même très, très important, c'est que toutes ces interactions se passent là. Donc, l'économie, c'est l'étude de toutes ces interactions, principalement entre ces quatre acteurs, mais en tenant compte d'un facteur très important qui s'appelle le temps. Pas seulement l'argent, mais aussi le temps. Pourquoi? Tout simplement parce que les causes produisent des effets, mais les effets ne sont pas nécessairement immédiats. Je prends un exemple que vous connaissez bien, qu'on a vécu. Depuis 2020, même pas, 2018, les États et surtout les banques centrales ont commencé à créer de l'argent à partir de la planche à billets. Mais l'inflation qui en est l'effet de tout cet argent planche à billets n'est arrivée qu'un an et demi plus tard. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'on peut gonfler la masse monétaire sans qu'au niveau des prix, il y ait une perception réelle de cette inflation. Pourtant, je vous garantis que ça a mis un an et demi avant que l'inflation se mette à galoper. Donc voici une cause et un effet, mais avec un effet de temps. Et cet effet de temps est très, très, très important dans toutes les études économiques, bien évidemment. Alors, si on parle d'économie internationale, eh bien, l'économie internationale, c'est quoi? Fondamentalement, c'est aussi toutes les interactions entre des pays. Chacun de ces pays a sa petite boucle à soi. Et l'interaction des différentes économies nationales, c'est ce qu'on appelle l'économie internationale, avec un organisme régulateur ou un mécanisme régulateur qui s'appelle le taux de change, c'est-à-dire quelle est la valeur relative d'une monnaie par rapport à l'autre, étant donné que les économies sont différentes les unes des autres. Élément absolument capital dans l'économie, c'est la notion de productivité. Alors la productivité vient de trois choses. Eh bien, c'est comment est-ce que je mets le capital en œuvre, donc le minimum d'argent pour créer un maximum de résultats. Comment est-ce que je mets aussi le minimum de travail dans l'affaire pour créer un maximum de résultats? Le travail, c'est oui, ce que vous faites tous les jours quand vous allez au bureau, vous travaillez. Et bien évidemment, un élément très très important là-dedans, c'est la connaissance. Plus un pays a des connaissances et développe des nouveautés, des innovations de par la connaissance, plus elle peut utiliser de façon efficace, de temps plus efficace, son capital et son travail, et donc créer une position concurrentielle très intéressante par rapport à ses voisins, par exemple. D'accord? Qu'est-ce que c'est donc que la productivité? On va vite voir ça. Eh bien, la productivité, c'est une équation, c'est très simple. C'est production totale divisée par le total des besoins, donc de toutes les matières premières et ce qu'on appelle les intrants, donc tout ce qui est nécessaire à cette production. Eh bien, l'un divisé par l'autre égale la productivité du travail. Je vous donne un exemple ici. Imaginez une entreprise qui produit pour 80 000 $ de produits et qui, pour créer ces 80 000 $ de produits, a besoin de 1500 heures de travail. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On divise 80 000 par 1500 et ça donne 53 heures, 53 $ par heure de travail. Donc, ça veut dire qu'un employé produit
par heure, 53 $ de richesse. Voilà. Même chose si on veut le faire par rapport à des employés. Si j'ai besoin de 30 employés pour créer ces 80 000 dollars, eh bien, ça veut dire que je divise 80 000 divisé par 30 et ça me donne autant de dollars par semaine ou par employé pour produire cela. Voilà, c'est très simple comme notion de productivité. Il suffisait de faire cela. Alors, qu'est-ce que c'est que la productivité d'un pays? C'est la même chose. On va chercher la richesse complète d'un pays, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, d'accord? Eh bien, ce produit intérieur brut, on va le diviser par le nombre d'heures travaillées dans ce pays et on a la productivité. Même chose pour le capital. Imaginons qu'un pays va développer son agriculture, va investir je ne sais combien de millions dans le développement de son agriculture, et on va vérifier, tiens, quelle est la productivité de ce capital? Ben, c'est très simple, c'est combien de chiffre d'affaires supplémentaire a été créé grâce à cet investissement. On peut savoir quelle est donc la productivité par ce qu'on appelle unité de capital. Pour vous donner un exemple, et on va voir une chaîne de cause à effet. Exemple, imaginons une voiture, une Fiat Punto. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il existe des voitures qui s'appellent Fiat Punto. Imaginons qu'une Fiat soit vendue 20 000 €, tant en Italie qu'en Allemagne. Mais que le coût de production d'une Fiat en Italie soit de 17 000 €. Et pour produire cette même voiture, en Allemagne, ça coûte 14 000 €. D'accord? On a donc deux productivités différentes. Quelle sera la tendance? Ça, c'est la cause. La cause, c'est voilà, on a un coût de production de X. L'effet, ce sera quoi? Si l'entrepreneur italien est un peu intelligent, il va se dire, mais moi, je veux augmenter mon profit. Je ne peux vendre la Fiat que 20 000 €. Et la différence entre 20 000 et 17 000, c'est 3 000. Mais entre 20 000 et 14 000, c'est 6 000. Donc, je préfère gagner 6 000 €. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais délocaliser ma production. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis des années et des années et des années. On a délocalisé la production française essentiellement vers la Chine. D'ailleurs, la production mondiale a été délocalisée vers la Chine, qui est aujourd'hui l'usine du monde. Mais il va aussi se passer quelque chose à très long terme. C'est que plus la Chine va devenir riche, plus le standard de vie en Chine va augmenter, plus les salaires en Chine vont commencer à augmenter, et à un certain moment, la Chine ne sera plus compétitive par rapport à ce qui se passe chez nous, et on va voir un retour des usines en France ou en Europe. Eh bien, mais par contre, ça va prendre 50, 60 ou 70 ans, mais c'est toujours un cause à effet. D'accord? Voilà. Donc, pour vous donner la notion de productivité. Alors, je vais terminer par l'argent, qui est un dernier concept très, très important en économie. Et ici, je vais en profiter pour je voudrais tordre le cou à une croyance. Il y a énormément de gens qui disent l'argent est la cause de tous nos malheurs. L'argent, c'est sale, l'argent, c'est mauvais. C'est à cause de l'argent qu'on a tous ces problèmes, etc., etc. Alors, c'est un peu comme si vous disiez il ne faut jamais acheter de marteau parce qu'un marteau, c'est dégueulasse, c'est sale, c'est mauvais, c'est méchant, un marteau. Bon, essayez d'envoyer un clou dans un mur sans utiliser de marteau. D'accord? Vous pouvez toujours essayer. Bon. Un marteau n'est ni bon ni mauvais. Un marteau, ça sert à enfoncer un clou dans un mur ou dans une planche de bois. Si vous utilisez le marteau pour taper et enfoncer la tête de votre voisin, c'est clair que le marteau aura eu une utilisation non éthique, pour dire quelque chose de sympa, mais ce n'est pas le marteau qui est en cause. C'est vous qui êtes en cause parce que vous avez tapé sur votre voisin avec le marteau. Donc, l'argent, c'est juste un marteau, c'est un outil. L'argent n'est ni bon ni mauvais. En quoi est-ce que c'est mauvais de payer son médecin ou de payer son boulanger ou de payer son boucher pour le morceau de viande qu'il vous vend? Lui aussi, il doit vivre. Il n'y a aucun espèce d'élément de valeur dans l'argent en tant que tel.
l'argent, rien ne peut prendre la place de l'argent dans le domaine dans lequel il fonctionne. Et il fonctionne dans quel domaine? Eh bien, l'argent n'a que 3 fonctions. La première, c'est d'être un moyen d'échange. Si j'achète un steak et que je vois, il est marqué mon steak coûte 19 euros, eh bien, je vais payer 1 kilo de steak 19 euros. Et je vais donner de l'argent. Et il n'y a personne qui discute là-dessus. L'argent n'est pas mauvais à ce moment-là, ni bon. Il est juste un moyen d'échange. 2, la notion d'argent est en même temps l'étalon de valeur. Parce que si je vois sur mon steak 19 euros le kilo, eh bien, ça veut dire que ce steak-là, ce kilo de steak, eh bien, il vaut 19 euros. C'est ce qu'on appelle un étalon de valeur. Et la troisième fonction, c'est d'être une réserve de valeur, c'est-à-dire tout l'argent que je ne dépense pas instantanément ou immédiatement, donc l'argent que je mets de côté, c'est une réserve de valeur. Et moi, j'espère bien, évidemment, que cet argent que j'ai mis de côté pourra me permettre d'acheter autant de biens et services que au moment où j'ai mis cet argent de côté. Dans 10 ans, je souhaiterais que cet argent me permette d'avoir un pouvoir d'achat. C'est pour ça que la notion de pouvoir d'achat est tellement importante. Aussi important qu'au moment où j'ai mis ces sous de côté. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est avec l'inflation, notre pouvoir d'achat est en train de se casser la figure. Donc, toutes ces notions-là sont des notions, et ça, c'est vraiment des notions de base que je viens de vous dire, les acteurs, l'argent, la rentabilité et la productivité sont des éléments absolument clés de toute étude économique, et c'est à partir de cela que je vais développer chacun de ces éléments au fur et à mesure dans les émissions futures. Donc, voilà, la suite au prochain numéro. Et s'il vous plaît, envoyez-moi vos textes, vos souhaits à ceci. Donc, je vais le faire apparaître là. Donc, allianceeco@proton.me. C'est vraiment important et je vous remercie de me donner ça. Alors, on va passer maintenant à une deuxième étape très rapide qui est qu'on va rentrer dans certaines petites notions d'actualité, d'accord, que je vais tout de suite développer avec vous. Alors, la première chose que je voudrais vous suggérer, c'est d'écouter attentivement sur YouTube. Vous allez sur TVL, vous le voyez ici en haut à gauche, TVL, Banque, rien ne va plus, avec Jean-Pierre Chevalier. Je vais vous faire écouter les 30 premières secondes, juste l'introduction de Jean-Pierre Chevalier. Voilà. Donc, je m'arrête ici, simplement pour vous dire, regardez cette émission parce que je dis depuis bientôt 3 ou 5 mois, je crois certainement, que les banques vont mal, qu'il est temps de se débancariser, qu'il est vraiment important de mettre votre épargne à l'abri, surtout si vous voulez maintenir votre pouvoir d'achat. Je vous souhaiterais simplement que plus que vous fassiez la démarche active d'aller vérifier par vous-même. Vous allez trouver plein d'informations qui vont dans ce sens-là, même si votre banquier vous rit au nez lorsque vous lui dites que la banque ou les banques vont mal. Les banquiers sont les plus grands menteurs du monde. J'en sais quelque chose, je l'ai été. Voilà, c'est assez simple. Bon, ça c'est la première chose que je vais vous dire. Tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est pas véritablement Jojo, hein, c'est pas véritablement très gai,
parce que le message que j'ai maintenant pour vous, c'est préparez-vous à un crash qui va arriver. Et tout ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont des petits signes que je vous lance, qui sont autant de petits signes dans le marché qui, quand on les lit tous ensemble, commencent à tracer une image très très claire. Warren Buffett est connu dans le monde entier comme un des investisseurs les plus avisés au monde. Il a créé une gigantesque entreprise qui s'appelle Berkshire Hathaway. Et Berkshire Hathaway gère pour ses clients plusieurs centaines de milliards de dollars d'actions, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, il est en train de vendre de plus en plus d'actions. Vous voyez que le total des ventes sur les 12 derniers mois a été porté à un niveau record de 38,3 milliards de dollars, ce qui veut dire qu'il a à peu près liquidé 30% de tous ses avoirs, en attendant de voir ce qui va se passer et de voir dans quoi il va placer ses billes et les billes de ses clients. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il sait qu'il y a un crash qui va arriver et tranquillement, il est en train de sortir de la bourse le plus vite possible et de ne laisser des sous que dans les entreprises dont il est absolument certain. Un autre, le PDG de JP Morgan. JP Morgan, c'est la plus grosse banque au monde, et c'est pas seulement une banque, c'est surtout une société de gestion de portefeuille, d'accord? Eh bien, le patron, le tout grand patron de JP Morgan, a annoncé qu'il allait vendre pour 140 millions de dollars de ses actions à partir de 2024. Pourquoi? Parce qu'il sait aussi que JP Morgan risque de tourner très, 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 très mal, en tout cas de perdre une valeur des actions colossale quand on saura tout ce à quoi JP Morgan est mêlé. Et je peux vous assurer que c'est pas Jojo, d'accord? Donc, un signe de plus. Autre signe, eh bien, UBS, la banque suisse qui a repris le Crédit Suisse, est obligée aujourd'hui de avaler une perte nette de 785 millions de dollars. Ça ne va pas beaucoup les déranger. 785 millions de dollars pour UBS, c'est pas rien, mais c'est pas ça qui va les mettre en danger pour l'instant. Mais de toute façon, ce n'est pas la première fois que UBS est en danger et tous les signes disent qu'ils vont aller de plus en plus en danger. Donc, le monde bancaire est en train de craquer dans les jointures et les entournures. On le sent bien. Et donc, je vous dis très honnêtement, si vous voulez être prudent, sortez des banques le plus vite possible. Alors, autre chose aussi, le logement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, bon, si je sors mon argent, est-ce que je dois le mettre dans de l'immobilier? Ma réponse est toujours la même chose. Si vous mettez votre argent dans de l'immobilier, c'est parce que vraiment c'est un coup de cœur. Vous avez absolument besoin de mettre ça dans de l'immobilier. Et là, je peux parfaitement comprendre que vous le fassiez. OK? Mais tous ceux qui peuvent attendre, je vous dis, placez votre argent dans autre chose que de l'immobilier, parce qu'on sait très très bien que 2024 va être une année horrible pour l'immobilier. Déjà maintenant, les baisses ont baissé de 21% par rapport à 2022, et on prévoit que les baisses vont encore probablement baisser de près de 40% en 2024. Ce qui veut dire qu'il y aura plein de biens à vendre et qu'à ce moment-là, si vous avez de l'argent et que vous envisagez vraiment d'acheter quelque chose, eh bien, vous pourriez acheter bien mieux en 2024 à des prix bien plus intéressants qu'en 2023. C'est toujours la loi de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de biens à vendre et très peu d'acheteurs, eh bien, automatiquement, les prix baissent. C'est certain. De plus, dans l'immobilier, les propriétaires sont en train de se faire plumer par l'État qui impose de plus en plus d'exigences aux propriétaires. Excusez-moi, je vais boire un petit peu parce que j'ai la gorge en feu. Particulièrement par rapport à l'isolation
puisque tout ce qui est énergétique et isolation devient comment dirais-je, un dada de l'État qui nous impose des règles de plus en plus strictes. Bon, espérons que ça va se diminuer si M. Trump gagne et que notre président actuel tire sa révérence. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra espérer des changements de loi, bien que j'en doute. Bien, donc voilà. Donc c'est important. Lisez ça aussi. Je vous cite toujours mes sources. Voilà, c'est Agora, la chronique Agora. C'est facile à trouver sur Internet. Vous voyez, l'article date du 9 novembre 2023, c'est-à-dire aujourd'hui. Enfin, le pétrole. Le pétrole, le bénéfice de Aramco, qui est la plus grosse entreprise du monde, chute de 23% au troisième trimestre en raison de la baisse des prix et des volumes de brut. Effectivement, l'économie mondiale tourne maintenant au ralenti, bien plus ralenti qu'en 2022 même, et ça risque d'encore... allez, on n'a certainement pas atteint le fond du panier. Et donc, bon, comme il y a moins d'entreprises, moins de production, moins de besoin d'énergie. Donc, ça veut dire que la demande de pétrole baisse. Du coup, le prix baisse aussi pour pouvoir continuer à vendre. Et même si les pays de l'OPEP ont décidé une drastique réduction de la production de pétrole en limitant, je crois qu'ils ont diminué de 1,2 million de barils jour la production de pétrole. Les États-Unis s'en donnent encore joie parce que eux, ils vendent à qui veut mieux et très cher. On en sait quelque chose. Regardez le prix de l'essence à la pompe. Bon, mais ça veut dire qu'il y a quand même une réduction de l'activité mondiale. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout se réduit, les banques se réduisent aussi. Les banques sont en très mauvaise posture, particulièrement en France. Et donc, par conséquent, je répète, débancarisez-vous. Bon. Et puis, dernière petite nouvelle qui va faire plaisir, eh bien, c'est que Moody's, qui est une des trois grandes agences de notation, il y a Standard & Poor's, Moody's et Fitch, Moody's se prononcera sur la note de la France ce soir. La France n'est déjà même plus en sécurité optimale. On risque de descendre à AA2 alors qu'on est en AA à Standard & Poor's. Donc on a déjà descendu de 3 crans ici. On va descendre de 3e cran chez Moody's et Fitch ne va probablement pas tarder. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que quand la note de crédibilité de la France diminue, ça va faire que les taux d'intérêt de la dette, vous voyez la cause et l'effet, les taux d'intérêt de la dette de la France vont augmenter. Tout le monde va demander un peu plus. Et donc, ça veut dire que le contribuable français devra mettre la main à la poche encore plus, puisque déjà cette année-ci, c'est 54 milliards d'euros d'intérêt de la dette à payer en plus, mais avec la baisse de Moody's, ce qui est extrêmement probable, il est possible que ça soit encore quelques dizaines de milliards en plus. Donc, vous voyez, merci Monsieur Macron et Monsieur Bruno Le Maire. Voilà. Alors, comment s'en sortir? Solution? Regardez, le patron de la plus grande boîte de gestion du monde qui s'appelle BlackRock. BlackRock gère à elle toute seule 62 000 milliards de dollars d'actions d'entreprise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 62 000 milliards, c'est-à-dire 30 années, plus de 30 années de produit intérieur brut français. Vous imaginez un peu ce que ça représente. Donc, à lui tout seul, c'est très simple. BlackRock, Vanguard et State Street, ce sont les trois très grandes entreprises de gestion de portefeuille. Ces trois entreprises contrôlent 90% de l'économie mondiale. Ce sont toutes des sociétés américaines, évidemment, et complètement dans l'état profond. Même le patron, monsieur Larry Finch, dont vous voyez la photo ici, même ce patron conseille dorénavant à ses clients d'investir dans de l'or. Donc, c'est vous dire que ce qu'on vous raconte depuis des mois et des mois et des mois, c'est pas sucer de mon pouce, c'est véritablement chercher exactement où
et chercher l'information pour essayer de vous donner la meilleure information possible pour garder votre pouvoir d'achat. Alors, je voudrais terminer avec ceci. Le cours de l'or, eh bien, le cours de l'or sur un mois, comme vous voyez ici, hein, ici c'était de 9 octobre au 9 novembre, eh bien, le cours de l'or a monté depuis le 1er octobre jusqu'au 30 octobre ou 29 octobre, il avait pris 7,5%. Il a rebaissé un petit peu, donc aujourd'hui, entre 1825 et 1731, eh bien, c'est quand même une hausse de 5,34% sur un mois, ce qui n'est quand même pas si mal que ça. Et si je prends la même chose, mais sur un an, je clique sur un an, voilà, eh bien, on voit ici que il y a un an, le 9 novembre 2022, l'or était à 1684 $ l'once, et que le 30 octobre, il était à 1900, maintenant il est redescendu à 1850 ou 1827, ou quelque chose comme ça, eh bien ça fait une augmentation de 8,37% sur une année. Je vous ai dit, l'or monte en moyenne de 8% par an, et bien voilà, on est en plein dedans. Donc c'est vous dire que depuis 25 ans, ça ne se dément pas, l'or monte d'environ 8% par an. Alors, montrez-moi un produit bancaire qui vous donne du 8%, je l'achète, enfin du 9%, je l'achète tout de suite. Mais pour l'instant, moi, je reste dans de l'or parce que je sais que mon argent est bien là et que avec du 8%, eh bien, je compense l'inflation et donc je garde mon pouvoir d'achat. Voilà, messieurs, dames, ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie infiniment de votre comment dirais-je, de votre attention, voilà. Et je me fais un grand plaisir de vous retrouver jeudi dans 15 jours avec, j'espère, beaucoup de questions, beaucoup de remarques, beaucoup de commentaires. Comme ça, je peux nourrir ma tête, mon information, mon ordinateur, de tout ce que vous me demandez et vous rendre des choses qui vous intéressent et que vous avez envie de savoir. En tout cas, merci de m'avoir écouté ce soir et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir. Je prends un verre, seul. Je suis capable de le faire, seul. Perdu dans mon univers, parmi tous ces mystères. J'ai essayé, seul, de les mettre en éveil, seul. Ça ne leur a pas plu, mais je ne me suis pas tu. Je parle souvent, seul, pour le bien de mes frères, seul. Car dans ce monde à l'envers, le réel est amer. Je suis sincère, seul. C'est dans mon caractère, seul. Je n'ai pas le savoir-plaire des médias, des faussaires, des faussaires, des faussaires. Seul à seul que je délivre ma vérité. Les élections bidons, les grands discours, les sermons ne sont qu'une illusion. Seul à seul que je réclame ma liberté. De parler, de bouger, de rêver, d'exister. Laissez-moi respirer. Dans ma famille, seul. Parfois c'est difficile, seul. Chacun vit dans sa coquille, parler semble inutile. J'ai tout tenté, seul. Plein de bonne volonté, seul. Ils n'ont jamais rien lu, leurs regards sont perdus. Si j'ai pleuré, seul. J'ai aussi pardonné, seul. Noyé sous la pression, j'ai rempli ma mission. J'ai tant souhaité, seul. Une autre réalité, seul. J'ai mon âme qui gronde, la nausée de ce monde. C'est seul à seul que je délivre ma vérité. Les élections
réflexions bidons, les grands discours, les sermons ne sont qu'une illusion. Seul que je réclame ma liberté, de parler, de bouger, de rêver, d'exister. Laissez-moi respirer. Et puis tu es apparu, puis un autre est venu, et c'est ensemble qu'on a pu imaginer le futur. Alors ensemble on a crié, ensemble on a chanté, ensemble on a vibré, ensemble on a dansé. Ensemble pour un jour, ensemble pour toujours, ensemble pour un retour de la raison, de l'amour. Ensemble on a vibré, ensemble on a dansé, ensemble pour un jour, ensemble pour toujours, ensemble pour un retour de la raison, de l'amour. Ensemble pour un retour de la raison, de l'amour. De l'amour. De l'amour.